Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette première conférence de la journée. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Roche de GAI France qui va nous parler des méthodes de sanitation dans le monde de l'embouteillage version 4.0. Merci. Bonjour. Alors, on n'a pas réglé le micro, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Ça va bien? Allez, parfait. Donc, je me présente, Pascal Roche. Je suis responsable commercial chez GAI France pour le sud-ouest de la France. Moi, je ne viens pas de la bière au début, je viens du vin, puisque GAI était quand même plutôt une entreprise dans le vin. Et mes parents sont viticulteurs et donc je suis né plutôt dans le vin et j'apprends la bière au fur et à mesure, ce qui est quand même un grand plaisir. Alors, je vais vous présenter rapidement GAI pour que vous sachiez un petit peu qui vous parle. On fera après un petit résumé sur l'histoire de l'embouteillage et on verra les différents types d'embouteillage parce que pour la sanitation, c'est important de voir par type d'embouteillage, par technique d'embouteillage, comment on peut améliorer la sanitation et essayer de la faire la plus efficace possible et la plus économique possible. Et ensuite, on verra quelques perspectives qui arrivent dessus. Donc, aujourd'hui, GAI, c'est une entreprise italienne qui date de 1946, qui est toujours dirigée par Monsieur GAI, qui a eu 78 ans il n'y a pas très longtemps. Heureusement, ses fils le suivent, mais c'est quand même toujours lui qui est à la tête d'entreprise et qui développe différentes choses. Au départ, c'est une entreprise qui ne faisait que des pièces pour d'autres fabricants. Et à partir de 1969, ils ont, eux, fait leur première isobarométrique en fabrication et a évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est une entreprise qui fait 54 millions de chiffre d'affaires avec 250 employés et sur une superficie de 70 000 m². Alors, moi, je ne dépends pas de GAI Italie, je dépends de GAI France, qui est une entreprise qui est basée au Canet des Morts, entre Aix et Nice. Et nous, ce que nous faisons en France, nous distribuons les produits que nous fabrique l'usine et nous faisons les installations, les montages et le suivi des machines. On a un rôle aussi de stockage de machines, puisque l'usine, en fait, ne fait que produire et ne fait pas la distribution, elle distribue par des revendeurs. Donc voilà, et nous nous occupons des pays français, des pays francophones, donc Québec, la Belgique et tout ce qui est Afrique francophone. Et les îles aussi. Et donc, comme je vous disais, nos services, c'est le commerce, l'installation, enfin voilà, tout ce qui va dépendre sur les machines. Et donc nous sommes sur une zone distribuée pour toute la France avec différentes personnes que vous devez connaître, et entre autres Jean-Christophe Fiard, qui est notre historique de la bière, puisque, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, la bière représentait 5% de notre chiffre d'affaires il y a 10 ans, ça représente aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une grosse évolution dans notre distribution. Alors, juste quelques éléments basiques sur l'embouteillage et pour qu'après on puisse retrouver un petit peu les process dans ce qu'on va utiliser. Ce que je voulais vous présenter dans ces différents slides, c'est vraiment de l'expérience que l'on a et des choses simples. Hein, ce n'est pas des choses très scientifiques, c'est des choses qu'on utilise, nous, dans nos machines, d'expérience que l'on voit et comment on voit les éléments que l'on peut améliorer et les questions que l'on se pose sur la sanitation. Alors, avant les bouteilles, la bière était pas trop compliqué à nettoyer, les éléments, puisque c'était pas du tout sur de la bouteille. Au départ, on transporte la bière avec des amphores et d'autres éléments, mais sur des distances plutôt courtes. Et au Moyen-Âge, arrivent d'autres produits, les dolias, puis les barriques, en transport aussi, là plutôt sur la Gaule, sur des bières et des cervoises qui ressemblaient un petit peu à ce que l'on fait. Les bouteilles n'arrivent qu'au XVIIe siècle. Et déjà, on commence à voir des premiers systèmes d'embouteillage qui se produisent dans le vin et dans la bière. On retrouve dans l'histoire à peu près au même moment des remplissages identiques, suivant les régions,
et une manière de transporter le produit, mais toujours pareil, plutôt sur des courtes distances. Hein. C'était pas dans le choix, les transports de longue distance étaient plutôt à des contenants plus gros. Au début du XXe siècle arrivent ces machines que l'on connaît encore aujourd'hui, hein, qui sont les machines semi-automatiques en plat ou en isobarométrique, et qui déjà pour la sanitation étaient un gros progrès, puisque rapidement arrive l'inox dans le milieu du XXe siècle, et avec des démontages faciles. Donc on arrive pour le coup à avoir des sanitations qui sont plus efficaces que sur les machines en acier auparavant, en acier peint. Et là, on a déjà des machines qui se démontent plus facilement et où on peut faire des trempages, où on peut faire des sanitations plus efficaces. Au milieu du XXe siècle, on travaillait encore avec des machines qui étaient indépendantes. Des tourelles indépendantes, avec une tourelle qui faisait le tirage, une tourelle qui faisait le capsulage, voire même des fabricants qui ensemblaient différentes machines les unes aux autres pour avancer. Alors déjà, sur ces parties-là, au point de vue de la sanitation, on arrivait à avoir des choses qui étaient un peu plus automatisées et un peu plus compactes, mais avec le fait d'être en tourelle indépendante, des nettoyages qui étaient différents suivant les fabricants, sur la rinceuse, sur la tireuse, sur ces choses-là. En 1979, Monsieur Gaille sort pour la foire de Turin son premier monobloc, qui était, alors qui n'était pas cette machine, hein, mais qui ressemblait à ça, qui était une machine avec le tirage et le bouchage derrière, qui était à l'époque du bouchage liège, mais qui changeait un petit peu la donne parce qu'on se retrouvait avec une seule machine qui faisait les deux actions. Et ici, pour la sanitation, ça va nous permettre d'avoir des choses qui sont beaucoup plus compactes et avec des systèmes de circulation d'eau qui sont plus faciles à travailler. On va regarder maintenant les trois grands principes de tirage que l'on a aujourd'hui sur la bière. Ça va nous permettre après de voir comment on travaille dessus pour la sanitation. Alors, les choses que vous connaissez, c'est le tirage en niveau constant, sous léger vide, qui est ce principe ici. Hein. Donc, ce principe, vous devez sûrement tous le connaître, mais enfin, c'est juste un petit rappel. L'idée, c'est de remplir une bouteille en parapluie pour que on laisse passer l'air et remonter au-dessus sur la cuve. Hein, puisque si jamais on n'a pas cette action-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que la pression d'air empêche le liquide de descendre et on empêche de remplir la bouteille. Et pourquoi à niveau constant? Parce que ici, quand mon retour d'air va être bouché, ça va empêcher de faire couler la bière et on va se retrouver avec un niveau qui sera constant par rapport à une hauteur de dégarni qu'on a mis au-dessus. C'est ce qui diffère des becs volumétriques ou d'autres techniques ici. On se sert de cette technologie-là dans le remplissage du verre, puisque ça nous permet d'avoir un niveau visuel qui soit joli par rapport à des tolérances verrières qui peuvent varier. Et le volume, on se moque un petit peu du volume qu'on a mis dans la bouteille, tant qu'il est dans un niveau raisonnable par rapport à ce qui est indiqué sur l'étiquette. Mais les tolérances verrières faisant que on va avoir 2-3 millilitres différents d'une bouteille à une autre, mais par contre on aura un visuel qui sera parfait. La deuxième technique, c'est l'isobarométrique, mais de manière mécanique. Donc on retrouve ici un bec isobarométrique mécanique, avec une tireuse ici, et là je vous ai mis cette vue de cote de tireuse isobarométrique pour qu'on voit bien la différence qu'il y a par rapport à la photo d'avant, enfin à la diapositive d'avant, où on voit que déjà on a beaucoup plus de circuits. On a beaucoup plus de circuits parce que on va se retrouver avec une technologie qui est plus compliquée dedans. Hein, l'idée dans l'isobarométrique, quoi qu'il arrive, c'est d'arriver à équilibrer la pression que nous avons dans le ciel gazeux au-dessus de la tireuse et la bouteille. Donc pour ça, on va venir travailler avec des câbles mécaniques et des petits pions qui vont nous faire toutes les phases de désaération, injection de gaz, remplissage et nivelage dans la bouteille. On reste toujours sur un remplissage à niveau constant, puisque, si je reviens dessus, on va avoir ici notre liquide qui va couler et
notre niveau qui va être géré par cette canule de retour d'air qui va se bloquer et pour mettre notre niveau quand on a bouché le retour d'air, c'est le liquide, pareil, s'empêche de couler. Ici, on va avoir le même schéma que sur notre machine. La différence, c'est qu'on a un élément supplémentaire qui est le dégazage, puisqu'on a une pression dans notre cuve de tireuse et une pression identique dans le col de la bouteille, et qu'il va falloir dégazer cette partie pour libérer la bouteille et laisser la bouteille qu'elle ne gerbe pas quand on la libère. Le troisième élément que l'on a, c'est le tirage électro-pneumatique, qui est un mix, pour ce qui nous concerne, mais pour beaucoup de fabricants un peu dans le même principe, qui est en fait une transformation du bec à niveau constant en bec isobarométrique électronique, ou, pour d'autres fabricants, la transformation d'un bec mécanique isobarométrique en bec électronique. Ici, on voit qu'on a un bec encore un peu plus compliqué, puisque on va avoir différentes fonctions, c'est toutes les phases d'un bec électropneumatique, qui vont se faire avec des circuits séparés. Alors on verra que pour la sanitation, ça nous intéresse fortement d'avoir des schémas comme ça, parce que ça va nous donner des circuits bien séparés. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Pardon, je vais revenir en arrière si j'y arrive. Voilà. Ici, nous allons avoir la bouteille qui va être positionnée en étanchéité comme un bec classique à niveau constant, sauf que les fonctions qui vont se faire dans chaque bouteille vont être gérées par des vérins d'ouverture et de fermeture de bec qui se retrouvent au-dessus de la cuve de la tireuse, et des gestions de gaz qui vont se gérer par des électrovannes qui sont juste au niveau du haut du buvant de la bouteille. Donc, dans un système comme ça, on va pouvoir faire les désaérations et les équilibrages de pression grâce à ces électrovannes. Et dans un bec électronique de ce type-là, l'intérêt que nous avons, c'est qu'en bas du bec, ce que vous voyez ici, on va avoir le parapluie qui va se faire de cette manière-là, et le retour d'air qui va pouvoir se fermer par le bas de la bouteille. On verra que ça peut avoir un intérêt après derrière, ce qui va qu'on va remplir notre bouteille en isobarométrique comme la machine d'avant en parapluie, avec un retour d'air qui se fait au centre et un équilibrage de pression entre la cuve de la tireuse et la bouteille. Donc ça, c'est très comparable à une mécanique, sauf que plutôt que ça soit la bouteille qui actionne cet élément-là, c'est l'automate qui donnera toutes ces fonctions-là. Pour ce qui nous concerne pour la sanitation, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de circuits. Et on va voir après les éléments qu'on a dedans. Donc plus on a de circuits, et plus on a de circuits différenciés, et plus c'est compliqué à nettoyer. C'est pour ça que sur des machines comme ça, dans une très grosse majorité des cas, les systèmes de nettoyage sont déjà intégrés dans les machines. Parce qu'on verra qu'il va falloir arriver à gérer des flux de produits et des flux de lavage différenciés suivant la taille du tuyau et suivant ce qu'on va vouloir faire. Donc, on va passer maintenant, ça c'était juste, voilà, ça nous permet de nous donner un petit peu un élément sur ce qui existe dans le remplissage. Alors, je n'ai pas parlé de la canette, je n'ai pas parlé du bec volumétrique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la grosse majorité de ce que l'on a sur le marché. Pour la canette, on va se retrouver, quand on est sur des remplissages de canettes à contre-pression, on va se retrouver sur des schémas qui ressemblent aux deux machines qu'on a vues avant. Pour les volumétriques, dans la bière, hormis sur des très grandes cadences, on a peu d'offres dans le marché aujourd'hui. Mais dans le principe de sanitation, on retrouvera un petit peu de choses qui sont comparables aussi. Alors, quelques généralités sur la sanitation. D'abord, on n'a pas de risque microbiologique pathogène. C'est déjà une chance sur la bière. Jusqu'à maintenant, personne n'était mort parce qu'il avait bu une bière qui était plombée. Par contre, un des problèmes pour le brasseur et un des problèmes pour le client, c'est qu'on peut avoir des développements de mauvais goût dus à des bactéries, des levures, enfin différents éléments. Donc, au moment du brassage et de tout le suivi, et la sanitation est un des éléments primordiaux de la brasserie. En sachant que nous, on arrive à un moment où on est
la partie qui n'est plus réversible. Tout ce qui a été fait avant, potentiellement, peut être corrigé, peut être un petit peu amélioré, peut être réduit. Nous, quand c'est en bouteille, c'est fini. Je connais en bière, on n'ouvre pas de bière pour les vider et pour les retravailler. En vin, il nous arrive de le faire. Ça dépend des niveaux de prix, mais en vin, il nous arrive d'ouvrir des bouteilles et de pouvoir retravailler le produit avant de le remettre en bouteille. En bière, ça ne se fait pas. Alors, pour une question économique, d'abord, mais aussi pour une question de sensibilité à l'oxygène, où ça serait extrêmement compliqué de le faire sur de la bière. Nous, ce qu'on observe dans les lignes d'embouteillage, alors quand on parle sur de la microbrasserie ou sur des petites brasseries industrielles, c'est l'emplacement de la tireuse et essayer de trouver une organisation dans la brasserie qui va nous permettre de séparer la partie brassage de la partie embouteillage. Alors, c'est pas toujours simple, parce que la place, ça coûte cher, mais on essaye voilà, de faire des cycles dans d'autres industries, et entre autres en industrie plus importante. On sépare bien ces éléments-là, voire même les mettre dans les salles blanches, ou mettre des solutions de gestion du monobloc qui va permettre de le mettre en surpression pour éviter d'avoir des contaminations là-dessus. Alors, il y a un élément primordial à travailler et qui est en train d'avancer chez les fabricants de matériel, c'est l'électropolissage. Les machines qu'on vous présente, elles sont toutes en inox, en 304, en 304L, en 316, en différents produits, voire même en 316 titane, qui sont des inox différents. Tous ces inox, au départ, ils sont en DBLF, qui est en fait une sortie de laminage, où quand ma tôle a été laminée, on a un inox qui paraît à peu près lisse, mais on voit bien qu'il n'est pas miroir. Ce côté miroir, on a deux techniques pour le rendre miroir. Alors l'idée de le rendre miroir, c'est pas pour s'y voir dedans, il n'y a pas d'intérêt, c'est plus il est miroir, plus il est lisse. Plus il est lisse, moins il y a d'accroches dessus. Deux techniques, une technique mécanique, qui est le polissage. C'est ce que l'on verra sur les machines extérieures, sur toutes les tôles, sur ces parties-là, où là c'est un polissage mécanique, mais qui est surtout pour un effet esthétique qu'autre chose. Pour tout ce qui est produit en contact avec, matière en contact avec le produit, l'intérêt, c'est de travailler en électropolissage. L'électropolissage, c'est en définitive mettre, alors je suis désolé parce qu'en grand ça fait vraiment trouble, c'est ici, ce que vous voyez, c'est un bac qui va faire une quinzaine de mètres de long et qui sont différents bains électrolytiques et qui vont permettre de récupérer les ions ferreux pour lisser la matière. Ce que vous aviez ici c'est une photo ici c'est une photo microscope de l'inox. Un inox, on voit qu'il y a des petits trous, il y a des aspérités, il y a des choses dedans. Et il y a ces petits éléments qui sont des éléments microscopiques métalliques qui vont être en grande partie chargés en fer, même dans l'inox, et que l'on va venir extraire par électrolyse. En faisant ça, on se rend compte qu'on a une partie qui va être beaucoup plus lisse et beaucoup plus brillante. Le gros intérêt de faire ça, c'est qu'on le fait par bain. À la différence d'un polissage mécanique qui va être travaillé sur une surface, vu qu'on le fait par bain, on va passer dans l'ensemble des produits. Donc le bec électropneumatique qu'on voyait tout à l'heure, il a une canule à l'intérieur qui fait 4 mm de diamètre. Si mon tube de 4 mm de diamètre, je le laisse comme ça, eh bien je vais avoir cette porosité qu'on ne pourra pas traiter, puisque mécaniquement, on comprend que c'est difficile de venir poncer un produit de 4 mm de diamètre. Le fait de le faire passer dans ce bain et de venir chimiquement et électriquement sortir les aspérités, ça nous assure un nettoyage et une surface bien plus fine. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite à Bordeaux sur du vin, où on avait regardé par rapport aux différentes matières, comment, c'est sur des cuves uniquement, ça nous intéressera moins pour la bière, mais c'est pour qu'on comprenne les différences.
sur un vin qui avait été mis dans une cuve, on a regardé combien d'eau il fallait pour rincer et comment ça s'accrochait. Alors bien sûr sur du béton, chose que vous n'utilisez pas dans la bière mais qui peut être utilisée dans d'autres produits. On a ici une forte accroche du produit et plus on va aller dans les parties en inox et moins on va s'accrocher. Ici, c'est l'inox brut de BLAF qui sort du laminage. Et ici, on a l'électropolissage. Et on voit ici que pour un rinçage, vous voyez l'écart qu'il y a, on a 3 fois moins besoin d'eau pour rincer le produit. Et de la même manière, donc ça, techniquement, c'est parce qu'on va glisser plus sur l'inox. Et en plus, en retenue, on va avoir une DCO, c'est-à-dire la matière organique qui va rester dans l'eau de rinçage, qui va être beaucoup plus basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va nettoyer chimiquement une machine qui a été électropolie, eh bien, non seulement on aura moins besoin d'eau pour la rincer et pour la laver, et en plus, on aura beaucoup moins de matière qui partira avec. Alors, l'électropolissage est intéressant quand on voit comment est fait une machine en détail. On comprend bien que quand on voit les pièces qui sont sur une machine, on est sur des quantités de produits qui vont être petits, qui vont être difficiles à passer. Et on comprend bien que si on rend ces parties intérieures parfaitement lisses et glissantes, on améliore notre sanitation et notre pouvoir de nettoyage. Un élément qui est important, c'est la cuve. Parce que la cuve de tireuse, souvent, elle est trop grosse pour passer dans les bains électrolytiques, chez tous les fabricants. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, et en plus, une cuve de tireuse, elle est faite en plusieurs morceaux. On a des soudures. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on vient souder les cuves à l'usine, par pénétration ici dans les angles, et pour avoir le moins de rétention possible, on va venir resurfacer l'intérieur des cuves et les soudures. C'est-à-dire qu'on vient recréer complètement une partie parfaitement lisse. Et là, ici, on va travailler avec des RA qui seront à moins de 0,5. Donc c'est vraiment ça va vous donner un effet, alors moi j'appelle ça effet casserole, ça vous donne vraiment un élément qui est parfaitement miroir et qui va nous permettre d'être sûr de ne pas avoir de rétention sur les parties lisses et sur les parties soudées. Parce que sur une soudure, on comprend bien qu'on va de suite avoir beaucoup plus d'accroche par la rugosité, par du rochage, par des choses comme ça. L'idée de le retravailler en surfaçage, ça nous permet de les réduire fortement. Alors, dans les sanitations que l'on a pour l'embouteillage, on va avoir, je regarde que je sois dans les temps, on va avoir des choses, voilà, c'est juste des petits rappels comme vous avez vous aujourd'hui, des sanitations chimiques avec les détergents pour sortir tout ce qui va être matière organique et un élément que l'on a tendance un peu trop à oublier et pour nous qui est important pour les machines en inox, c'est tout ce qui est détergent pour sortir les souillures plutôt de type minéral. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui sont équipées en adoucisseur d'eau et on se retrouve sur des machines qui sont, vous avez vu tout ce que je vous ai dit avant, travaillées pour avoir le moins de rétention possible et on se retrouve avec des apports minéraux de calcaire qui, eux, deviennent des accroches. Donc c'est quand même bête d'avoir une machine qui est faite pour ne plus avoir d'accroche et de lui rajouter de l'accroche dessus. Les désinfectants, où on va travailler sur des choses que vous connaissez déjà et sur des choses qui sont un peu moins utilisées sur la brasserie, mais qui sont plus utilisées dans d'autres produits comme le vin, où là, on a tendance à travailler avec aussi des produits mixtes. Mais c'est des choses qui sont vraiment, suivant les process, avec un élément quand même qui est limité, qui est aujourd'hui le chlore, qui a été pendant très 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 longtemps le produit qui servait à faire une sanitation efficace, mais qui nous a créé de gros problèmes derrière, avec entre autres tout ce qui était polychlorophénol. Derrière, nous avons la sanitation thermique.
Alors, là ici, je parle de la désinfection uniquement par eau chaude. C'est un point que je voulais aborder parce que dans les microbrasseries, on se rend compte que c'est aujourd'hui une technique qui est peu utilisée par les microbrasseurs. Ils ont une capacité d'eau chaude, ils ont des systèmes de lavage, mais ils font toujours des désinfections en chimique. Nous, sur le vin, c'est aujourd'hui une technique de désinfection qui est utilisée sur 90% des groupes d'embouteillage. C'est-à-dire que plutôt que de venir rajouter un désinfectant chimique, on se sert uniquement de la capacité de la température pour travailler. Alors, ce qui peut limiter cet élément-là de désinfection, c'est le process que nous allons avoir. Quand nous sommes en circuit ouvert, c'est extrêmement générateur de volume d'eau et d'énergie, puisque faire passer de l'eau à un certain débit pour avoir un effet mécanique à une température, ça demande beaucoup d'éléments. L'intérêt des nouvelles machines, c'est qu'on va travailler sur des circuits fermés. C'est là où il faut privilégier des tireuses qui soient avec des fausses bouteilles, des tireuses qui soient avec des récupérations d'eau, afin d'avoir des boucles fermées, et à ce moment-là, de pouvoir travailler en recirculation et à des températures qui vont se situer entre 82 et 90 degrés, pendant des temps qui vont se situer entre 20 et 30 minutes, pour venir faire votre stérilisation de machine. Le gros intérêt avec ça, c'est que derrière, on se retrouve avec un produit qui est juste en refroidissement et on peut redémarrer derrière en production. Donc, comment ça se passe? Quand on a une machine atmosphérique, on se retrouve avec des systèmes qui ressemblent un petit peu à ça. Alors, c'est un dessin vu de l'extérieur, où on va avoir un petit cuvon qui va être ou standard ou réchauffé, et qui va nous permettre de tourner en circuit fermé entre la tireuse, qui va être à débordement, bien sûr, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour être sûr de venir faire une sanitation totalement de la cuve. Et on va tourner en circuit fermé sur le bac de récupération. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, sur une machine qui va tourner à 1000 bouteilleurs, on peut travailler avec 50 à 60 litres d'eau. Donc 50 à 60 litres d'eau que l'on garde à haute température, on comprend qu'on a une économie d'énergie importante, puisque en fait, on va perdre entre 2 et 3 degrés quand on va passer de la tireuse jusqu'au bac, et donc notre réchauffage ne servira que juste à remonter cette partie-là, à partir du moment où on a chauffé au départ un volume. Vous l'avez ici en plus gros. Alors ça, c'est un exemple de petit skid de sanitation qui est ici un petit bac avec sa résistance qui est ici et qui permettra de travailler en circuit fermé. Ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la tireuse, c'est d'avoir exactement le remplissage total ici. Alors pour ça, c'est pas difficile. On a les fausses bouteilles qui sont ici récupérées en liquide et on a notre débordement. L'idée est d'avoir un débit en haut et un débit en bas. Pour une stérilisation, on n'a pas besoin d'avoir un gros volume d'eau, de circulation. Ce que l'on cherche, c'est la température. C'est pour ça que ces process peuvent être aussi faits en vapeur. La vapeur a juste une limite, c'est que si on ne maîtrise pas bien ces pressions de travail sur la vapeur, on va monter à des températures qui sont bien plus hautes. Et là, pour le coup, en vapeur, sur des machines qui ne seraient pas assez automatisées, on risque de venir dégrader tout ce qui est joint et éléments du bec. Un élément important quand on travaille en fausse bouteille, c'est le trempage du bec. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des fausses bouteilles avec un circuit à l'intérieur de la fausse bouteille qui va permettre de faire descendre l'eau jusqu'en bas du bec et par un système de labyrinthe, de ressortir et d'être sûr d'être en trempage. Sur une machine mécanique, on va avoir les mêmes principes de nettoyage. Sauf que on a des soucis plus difficiles qui sont tous ces circuits-là. Donc là, toute l'astuce pour arriver à nettoyer ces machines, ça va être d'arriver à gérer la pression que l'on a dans les circuits. Parce qu'on comprend bien que quand on veut passer dans un tuyau ici, et en même temps passer dans un tuyau qui va faire 10 fois moins de diamètre, eh bien, la difficulté, c'est des préférences de passage et qu'on se retrouve avec beaucoup d'eau qui passe ici et passer ici. Donc,
là, ici, pour travailler dans des circuits de lavage, il faut bien faire attention que dans les process qui sont fournis par les fabricants, on ait ces gestions de pression et de séparer déjà des blocs de circuits. Et en isobarométrique mécanique, c'est ce qu'on fait. On va venir travailler d'abord sur le débordement de la cuve, puis après sur le dégazage, puis après sur les éléments. Et on travaillera par des ensembles de circuits. Sur une électropneumatique, ça change un tout petit peu. Là, ici, c'est sur les petites machines, les machines linéaires. Là, on voit ici que sur les électropneumatiques, on va travailler avec des circuits séparés, mais les uns après les autres, en fait. Et on va se retrouver un petit peu comme on était avant sur la mécanique. Sur l'électropneumatique rotative, là, ça devient encore plus compliqué. C'est pour ça que sur ces machines-là, on vient de suite intégrer les recettes de lavage. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va le retrouver ici. Et plutôt que d'envoyer par ensemble de circuits, on va faire par monocircuit. Puisque sur une électropneumatique, aujourd'hui, on va avoir des circuits qui vont se retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, à 4 mm de diamètre, et des circuits qui vont se retrouver à 35 mm ou 40 mm de diamètre. Donc ces écarts-là, il faut les gérer bien indépendamment. Alors, c'est une difficulté au départ, mais c'est une chance après pour la suite. Parce que ça veut dire que si on a fait un programme qui permet de laver séparément tous les circuits de gaz, de vide, de nivelage, de dégazage, de débordement, quand on fait tous ces circuits séparés, ça veut dire qu'on peut les laver, les rincer et les souffler séparément. Ça veut dire qu'une machine de ce type-là, aujourd'hui, quand on a fini la sanitation, on peut la sécher complètement, on peut l'inerter, on peut la garder sous gaz et on peut se retrouver avec une machine qui va être entièrement propre, sans égouttage, uniquement, techniquement, par la recette que l'on a fait. Donc ça accélère les process d'un passage à un autre produit, ça nous permet de réduire les pertes de volume d'un produit à un autre. En définitive, cette difficulté d'avoir un multi-circuit, ça nous apporte des chances pour avancer sur les produits. Ici, je vous ai mis un grossissement et on voit ici les circuits. Et on comprend qu'il est important de bien séparer ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui est à vérifier aussi quand on investit dans une machine, c'est d'être sûr que le fabricant, il a anticipé ça. Il a anticipé le fait de dire « je suis capable de gérer différents circuits et je peux avoir un retour là-dessus ». Alors, ça nous permet quand même d'avoir des machines qui sont multiproduits. Aujourd'hui, ces machines-là, on peut arriver à faire des bières à fermentation, des bières carbonatées, des bières brettes, des limonades, différents produits. Parce qu'à partir du moment où on sait gérer les différents circuits, qu'on sait les sécher, qu'on sait les vider, on est certain de ce que l'on a dans la machine après derrière. Alors, on a quelques éléments qui sont à voir maintenant et qui vont arriver, qui sont peu pour les microbrasseurs, mais qui sont encore pour les brasseries industrielles. Mais connaissant mon patron, je pense que c'est des choses qui ne devraient pas tarder à arriver, même pour les microbrasseurs. C'est le châssis lui-même, qui va être maintenant de plus en plus en châssis roof. C'est cette partie-là, on appelle ça en toit de maison, qui va permettre d'assurer de n'avoir aucune rétention sur la machine. Alors c'est quelque chose qui est très utilisé en industriel sur les grosses machines, mais qui arrivera sur les petites machines. Quoi qu'il arrive sur les petites machines, ce qu'on va chercher à faire, c'est de ne plus avoir de boulons sur les machines. C'est-à-dire que tout soit par le dessous, et que sur le dessus, on ait juste des coques pour, encore une fois, limiter les rétentions sur les bacs et faciliter le nettoyage et réduire les volumes d'eau. Les deuxième élément que l'on a sur les machines, c'est l'automatisme ici. Et ça, de plus en plus. Sur toutes les machines, on commence à avoir ces automatismes-là qui sont plus simples à faire parce que les automatismes sont plus faciles à gérer. Et ici, où on va gérer automatiquement nos différents circuits, même sur les machines, les petites machines en produits plats, en anosphérique. Un élément sympa en utilisation, maintenant, c'est les gougottes extérieures qui, pareil, nous permettent de ne pas avoir l'eau qui colle sur la machine, qui vient couler sur les bas de châssis et qui viennent abîmer après les dessous de machine. Aujourd'hui, beaucoup de machines sont avec des gougottes extérieures. On récupère un seul point les eaux et ça nous permet de les traiter différemment. Alors, quand nous, on développe un projet, on travaille de plus en plus avec un PID.
Alors celui-là, il est un peu compliqué parce qu'il gère l'ensemble de la production. Ici, on ressemble un peu plus à un projet que l'on a sur des process bières, c'est-à-dire que ici, on a un élément simple. L'idée, c'est d'arriver à retranscrire ce qu'on va vouloir faire en production sur un PID. Ce PID, il nous permet de prévoir les vannes et de prévoir déjà tous les circuits. Et il est important parce que plutôt que d'avoir un circuit qui va nous se dire « Ah ben mince, là j'ai un volume mort, j'ai un bras mort qui m'empêche de rincer totalement le produit », avec un dessin comme ça au départ, ça nous assure de voir vraiment si on a prévu le passage de tous les liquides dans les machines. Rapidement, et je dois être pas trop mal, voilà des nouveaux produits qui vont arriver, enfin qui sont déjà très présents aux États-Unis. Alors, pas tellement pour la bière, mais un peu plus pour le vin. Alors, pour le vin, la chance que l'on a, c'est qu'on a un degré d'alcool plus important. Donc, ce degré d'alcool nous facilite les produits, et c'est pour ça que tous les viticulteurs qui se mettent à la bière, ils se rendent compte qu'ils croyaient qu'ils nettoyaient très propre leur process, et quand ils passent à la bière, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas si propres que ça, et qu'ils ont des progrès à faire. Ici, ce process, l'idée, c'est pour la désinfection. On va pas travailler de nettoyage en ozone, mais on va se servir de l'hyperoxydation de l'ozone, qui est O3, et qui va être instable, et qui va vouloir retrouver sa stabilité dedans, qui va oxyder les produits et qui va nous permettre, par hyperoxydation, de faire une désinfection. Le gros intérêt de l'ozone, c'est qu'on ne vient pas amener de produits chimiques en plus. On a en effet un générateur d'ozone qui nous fait, par un système d'électrolyse, nous crée l'ozone, l'eau ozonée. Mais le gros intérêt, c'est qu'au bout de quelques minutes, l'eau ozonée n'est plus ozonée. C'est-à-dire que l'oxydation fait que quand on a fini de laver sa machine et qu'on ouvre et qu'on la met à l'air libre, l'oxydation naturelle va se faire et on n'a plus de produit, on est sur un produit propre. Un autre élément qui arrive, mais moins sur l'intérieur des machines, mais plus sur les équipements extérieurs, qui est sur les bouchages, sur les contenants, c'est la lumière pulsée. Et la lumière pulsée, on l'a aujourd'hui, nous, sur des demandes en agroalimentaire, mais on voit que ça commence à arriver. Entre autres, sur des produits faibles en alcool, voire sans alcool du tout, où on a envie de venir protéger les bouchages sans être obligé de passer sur une stérilisation en ligne derrière. Et donc là, on travaille sur de la lumière pulsée qui va venir désinfecter les contenants de cette manière-là. Et juste pour terminer et pour ouvrir, je n'ai parlé que du tirage, je n'ai pas parlé de la rinceuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu. Nous, dans nos clients, en microbrasserie, on a moins de la moitié des brasseurs qui sont équipés en rinceuse. Alors, c'est pas très grave, il n'y a pas très longtemps, c'est uniquement obligatoire depuis 1973 pour tous les contenants. Alors aujourd'hui, dans les machines que l'on fournit avec rinceuse, on fait bien attention à dire, attention, en effet, vous rincez à l'eau. Et la majorité des clients nous disent, je prends l'eau du réseau pour rincer ma bouteille. Sauf que il ne faut pas qu'on soit à l'inverse, qu'on mette une rinceuse et qu'on fasse plus de mal que de bien. Aujourd'hui, l'important dans la rinceuse, c'est qu'on soit sûr de rincer avec une eau de qualité. D'où l'importance de la filtration d'eau, même si c'est une eau de réseau, parce que l'eau de réseau elle va être chlorée, on va avoir différents éléments. Et puis le jour où les pompiers vont faire un tirage de tuyauterie, on va se retrouver avec une eau marron. Et donc il nous arrive de voir des clients qui rincent leurs bouteilles avec des eaux qui sont plus sales que les bouteilles quand elles sont arrivées. Et derrière, on arrive avec des nouvelles techniques de travail qui passent en certification EFS, qui sont des possibilités d'insufflage. On ne met plus d'eau en rinçage, on fait juste de l'insufflage. Et des systèmes de sanitation pour, pareil, éviter qu'on ait des biofilms. Parce qu'on se dit que juste rincer à l'eau, c'est suffisant. Sauf que juste rincer à l'eau, on se retrouve avec des biofilms qui se retrouvent sur les rinceuses et qu'on diffuse après dans les bouteilles. Donc encore une fois, la rinceuse, oui, mais avec beaucoup de précautions là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis s'il y a quelques questions, c'est sans souci. Bien, merci pour toutes ces informations.
Et je suppose qu'il y aura quelques questions. Pierre. J'espère pouvoir répondre, Pierre. Hein. Oui, bien sûr. Non, juste un bémol, je dis, c'est que le traitement de surface que vous faites, n'exclut pas la présence des joints. Et donc, à ce niveau-là, il peut y avoir pas mal de pénétration. Et justement, bon, il faudrait peut-être parler aussi, quand on parle d'un détergent ou d'autre chose, de la tension superficielle. C'est important. Sachant que l'eau a une tension superficielle de 72, pardon. La bière 40 à 45, mais un tensioactif peut descendre à 25-30. Donc un tensioactif sera difficilement délogeable. Complètement, et c'est vrai que sur les systèmes de rinçage que l'on met maintenant, on vient chercher au maximum la vérification qu'on a bien rincé le produit, mais c'est un des points importants. Et le deuxième point que je voudrais signaler quand même, c'est qu'il faut parler quand même du nombre de Reynolds quand on parle de la circulation. Hein. Savoir ce que c'est qu'une circulation turbulente, etc. Il faut toujours être en circulation turbulente. C'est-à-dire, mais attention, ce n'est pas la turbulence à 3000, comme le dit le nombre de Reynolds, hein, c'est à 20 000, 30 000 qu'il faut. Hein. Faut le savoir, ça. Tout à fait. Et sur la sanitation, sur le lavage, c'est vrai qu'on fait la séparation souvent dans des process, entre autres, de filtration, et entre autres pour les régénérations, les gens font la confusion entre la sanitation et la stérilisation. Et ils ont l'impression qu'on peut faire les deux choses en même temps. Et nous, on se rend compte que pour la sanitation, si on n'a pas le flux nécessaire pour arriver à venir décoller nos éléments, eh bien, en définitive, on passe sur le produit et puis on continue dedans. Alors que pour la stérilisation, à partir du moment où on est sur un produit qui a été propre au point de vue matière organique, et là, on peut se permettre d'avoir des circulations qui soient beaucoup moins longues, puisqu'on va aller chercher un contact plus qu'un effet mécanique. D'où l'importance de la turbulence. Voilà. D'autres questions? Non, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à Pascal Roche pour sa conférence. Et je vous précise que vous pouvez obtenir le diaporama de cette conférence en vous inscrivant à l'accueil du salon. Et effectivement, ils seront mis en ligne d'ici une quinzaine de jours, donc on vous préviendra de leur mise en ligne. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu à 11h30 et aura pour thème « Quelle qualité de malt pour produire une bière artisanale de qualité et sans problème de procédé ?» Merci à tous.